Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, c'est Sens Public, on est ensemble du lundi au jeudi à 18h et 22h pour donner du sens à l'actualité grâce à nos experts et aux journalistes de la rédaction de Public Sénat. Et voici le sommaire de ce 22 janvier. Dans le budget 2026, on trouve de bonnes surprises, la TVA et l'impôt sur les sociétés ont rapporté plus que prévu. Et puis des mauvaises, les taxes sur les hauts revenus ont été contournées grâce à l'optimisation fiscale. La copie finale du gouvernement est enfin connue, on la détaille dans une minute et on analyse les conséquences politiques de ce compromis. Et puis dans la seconde partie de ce Sens Public, c'est le bilan économique de Donald Trump que l'on va décortiquer. Il y a l'autosatisfaction habituelle. Après 12 mois passés à la Maison-Blanche, notre économie est en plein essor. La croissance explose, la productivité augmente, les investissements montent en flèche, les revenus augmentent. L'inflation a été vaincue. Les États-Unis connaissent actuellement le redressement économique le plus rapide et le plus spectaculaire de leur histoire. Et il y a la réalité des chiffres, moins flamboyant, inflation, chômage, croissance. Le président américain peut-il réussir? Sa base électorale profite-t-elle de sa politique? Les patrons mondiaux qui avaient globalement soutenu son retour à la Maison-Blanche sont-ils en train de le lâcher? Réponse dans 3 quarts d'heure. Vous avez des questions concernant la politique de Donald Trump ou le vote du budget? Réagissez grâce à notre QR code. Les derniers arbitrages du Premier ministre sont connus. Elsa Gavinet. Les contours du budget 2026 se dessinent avec un grand perdant, les 300 plus grosses entreprises. La surtaxe sur leurs bénéfices est reconduite et son montant quasi doublé. En octobre, le gouvernement en espérait 4 milliards. Il vise désormais 7,3 milliards de recettes. On nous dit il n'y a que les grandes entreprises qui paieront. C'est oublier que les grandes entreprises travaillent dans 99% des cas avec des sous-traitants. Et donc forcément, il y aura une répercussion et sur les sous-traitants et sur la clientèle. C'est la solution fiscale de facilité. De leur côté, les socialistes se félicitent. Sous la pression de la censure, des concessions ont été obtenues pour les actifs les plus modestes. Hausse de 50 € par mois pour la prime d'activité, repas à 1 € généralisé dans les cantines universitaires ou encore abandon du gel des APL. Pourtant, ils reconnaissent une demi-victoire. Par exemple, sur la question de la fiscalité des hauts revenus, autant sur les entreprises, il y a eu le maintien de la taxe IS pour les plus grandes entreprises, autant sur les hauts revenus, vous savez bien qu'on défendait la taxe Zuckman, qu'on défend aussi des choses sur les grands héritages et que là-dessus, on a été pour zéro. La gauche socialiste concède un texte de compromis. La droite fustige un non-choix. Mais pour le gouvernement, l'important est là, le déficit est contenu. La réalité aujourd'hui, c'est qu'on était à 5,4 l'année dernière et la bonne nouvelle, c'est qu'on le confirme et qu'on sera à 5 l'année prochaine. Pour l'instant, du côté de la croissance, ça tient et ça tient mieux qu'ailleurs. Les grandes lignes du budget sont tracées, les détails se font encore attendre. Bercy promet une croissance d'1% pour l'année 2026. Et dans ce débat, on se demande qui va payer, le double sens, à la fois politiquement et économiquement. J'accueille nos invités. Isabelle Tisse-Saint-Jean, bonsoir. Bienvenue, vous êtes économiste, professeur à l'université Sorbonne, Paris-Nord. Benjamin Morel, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Constitutionnaliste, auteur de ce livre « Le nouveau régime ou l'impossible parlementarisme », publié aux éditions Passé Composé. Stéphane Vernet, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi. Journaliste politique, rédacteur en chef délégué de la rédaction de Ouest France à Paris. Et Jonathan Boucher-Petersen. Bonsoir Jonathan, à mes côtés comme éditorialiste politique à Libération également. Alors il y a cet objectif, je commence par là, affiché, confirmé là par le ministre de l'économie, 5% du déficit. Il vous semble réaliste? Est-ce qu'on peut, avec un peu plus de certitude, dire aujourd'hui qu'il est réaliste, Isabelle Tisse-Saint-Jean? Oui, je pense qu'il est réaliste. Il faut vraiment insister sur le fait que c'est un déficit qui peut apparaître comme effectivement important si on le compare aux autres pays européens. Mais en même temps, ce qu'il faut dire, c'est que c'est à nouveau la deuxième année où il y aura une baisse. Et c'est une baisse qui est significative. Alors évidemment, c'est moins que ce qui initialement était prévu. Initialement, le gouvernement voulait, dans le projet de loi qu'il déposait, aller à 4,7% de déficit. Moi, j'ai fait partie des gens avec un certain nombre d'économistes qui disaient « Attention, 4,7 », c'est trop rapide, parce qu'il y a un mécanisme économique assez simple qui est que si vous baissez le déficit, que ça soit en augmentant la fiscalité ou en baissant les dépenses,
quelle que soit la manière dont vous le faites, en fait, c'est comme vous appuyez sur un frein économique. Vous risquez de casser une croissance qui est déjà assez faible. De casser la croissance. Et donc, si vous cassez la croissance, vous avez moins de recettes qui rentrent dans les caisses. Et donc, vous courez après votre déficit. Donc, moi, depuis le début, je disais 4,7, c'est trop brutal. On n'a pas besoin d'aller aussi vite. Il vaut mieux aller plus doucement et plus sûrement. Ça correspond aux attentes, en gros, que de l'Europe à notre égard. Donc, c'est un objectif qui est relativement raisonnable. Après, comment, c'est une autre question. Oui, effectivement, c'est-à-dire que la potion que souhaitait François Bayrou, c'était il n'y a pas si longtemps, Benjamin Morel, elle était imbuvable, si j'ose dire. Elle était compliquée, alors pour des raisons économiques sans doute et pour des raisons politiques. Vous savez, quand on fait des politiques budgétaires comparées, quand on s'amuse à faire ça en politique publique ou en sciences politiques, plus vous avez un gouvernement qui tient sur un nombre important de groupes politiques, moins vous avez de chances de faire des économies. Pour une raison simple, c'est que chacun a besoin de soigner une clientèle électorale. C'est pas mal, quand vous faites de la politique, vous voulez simplement survivre. Et donc si vous commencez à tirer à balles réelles sur vos électeurs, en règle générale, c'est humain, ils vous en veulent. Et donc ce faisant, eh bien, vous devez donner des gages. C'est un peu ce qui s'est passé ici, c'est-à-dire qu'il a fallu donner beaucoup de gages à l'électorat socialiste, mais également quelques gages à l'électorat LR. Tout ça donne une copie budgétaire qui, en effet, tourne moins à l'économie. L'avantage, malgré tout, c'est que ça donne une forme de stabilité. On verra ce que donneront les 49 alinéa 3, néanmoins, et les motions de censure qui iront derrière. La première est votée demain. La première est votée demain. On va avoir 49 alinéa 3 étalés sur les prochaines semaines. Dans ce cadre-là, le prix de la stabilité est sans doute moins important que le prix de l'instabilité des gouvernements qui chutent et de l'absence de budget. Stéphane Vernet, il y a effectivement dans cet objectif d'atteindre les 5%, je le disais en titre, la bonne surprise en quelque sorte, la TVA, l'impôt sur les sociétés qui ont rapporté plus que prévu. Il y a toujours la question de la sincérité d'un budget. Est-ce que vous y croyez aujourd'hui, vous qui en suivez justement l'actualité politique et budgétaire depuis quelques années, est-ce que vous croyez encore aux objectifs affichés par un gouvernement ? Alors, jusqu'à maintenant, en général, les objectifs étaient affichés, étaient ceux qui étaient réalisés. Il y a eu l'accident majeur de 2023, si je me souviens bien. Mais ceci étant, d'habitude, quand le gouvernement annonce, jusqu'à maintenant, en fait, en dehors de cet épisode malheureux, quand le gouvernement annonce des prévisions, en général, il y est. Donc voilà, on peut peut-être lui faire confiance. Ceci étant, je pense que ce qui est annoncé, en fait, est basé sur des prévisions de croissance, 1% de croissance, d'accord ? Il faut les avoir. Peut-être un petit peu optimiste. Alors, c'est peut-être un petit... On le dit à chaque fois, peut-être pas. Il y a aussi, je vous rappelle qu'il y a un contexte international quand même très compliqué. La perspective d'une guerre commerciale, on n'est pas à l'abri, en fait, de mauvaises surprises. Ceci étant dit, moi, je vois autre chose. Je ne suis pas aussi optimiste et positif que ma voisine. Moi, je vous rappelle que l'objectif, effectivement, c'était 4,7, d'accord ? Aller trop fort, trop vite, ça peut être préjudiciable à l'économie. Mais on est en procédure pour déficit excessif depuis des années. On a affiché une trajectoire vis-à-vis de l'Union européenne qui consiste à revenir sous la barre des 3% d'ici 2029. Or, le problème, c'est que 4,7 et 5%, c'est pas du tout la même chose. Que 5% de déficit, c'est quand même beaucoup. Que le budget l'année prochaine est un faux budget, il n'existera pas en fait. On est en année présidentielle, donc ce sera une espèce de, même pas un demi-budget, c'est-à-dire que le budget qu'on arrivera à faire, si on arrive à en faire un en fin d'année, sera immédiatement défait après la présidentielle. Et le vrai problème, si vous voulez, c'est que les efforts qu'on ne fait pas aujourd'hui, il va falloir les faire après. Et s'il faut mettre les bouchées doubles, ça va être compliqué. Moi, je vais vous dire, c'est un sujet que personne n'aborde, mais qui sera ce sera l'éléphant dans la pièce ou le sujet caché de la présidentielle, c'est que le prochain président de la République ou la prochaine présidente de la République va se retrouver dans une situation où il va être contraint et forcé d'appliquer beaucoup d'austérité, un certain nombre de mesures correctives auxquelles je crois que personne n'est prêt. En fait. Alors, vous allez pouvoir répondre là-dessus. On écoute d'abord la porte-parole du gouvernement qui, alors ça fait plusieurs jours que, confronté à cette critique, il la rejette, la critique d'un budget dicté par le Parti socialiste. C'est pas un budget de droite, c'est pas un budget macroniste, mais ce n'est pas un budget socialiste. Si c'était un budget socialiste, il y aurait la taxe Zuckman. Si c'était un budget socialiste, il y aurait peut-être une augmentation d'impôts pour les ménages ou pour davantage d'entreprises. Ce n'est pas le cas. Il n'y aura aucune augmentation d'impôts pour les ménages. Il n'y aura aucune hausse du coût du travail. Il y aura une revalorisation du travail de par la prime d'activité. On n'en parle pas beaucoup. 50 € par mois pour des personnes autour du SMIC, 3 millions de personnes, c'est pas rien.
Alors on pourrait parler d'un manque de courage politique, Isabelle Tisse-Saint-Jean. Est-ce que, pour reprendre l'argumentation de Stéphane Vernet, on va bien devoir les faire un jour ou l'autre, ces efforts, et ils seront encore plus durs à faire? Oui, mais on les fait, quoi. On les fait. Hein. Je veux dire, on était, il y a 2 ans, on était à 5,8%. Donc on fait 0,8 points de redressement en 2 ans. Économiquement, c'est important. Hein. C'est pas du tout... oui, c'est moins que 4,7, mais 5%, on est dans la trajectoire que l'Europe attend de nous. Hein. Pour l'instant, on est... Oui, mais pour l'instant. Alors, effectivement, l'année prochaine, qu'est-ce qui va se passer? Il n'est pas sûr du tout que... parce que c'était ça, le pari, effectivement, qui était fait pour aller sur un 4,7 aussi dur. C'était, l'année prochaine, on n'y arrivera pas, on ne tiendra personne, donc il faut faire très fort maintenant. Mais attention, hein, si vous faites très fort maintenant, le risque sur la croissance, il est important. Et je voudrais mettre un autre élément. Alors, c'est un peu technique, mais on n'en parle jamais. Et économiquement, c'est absolument essentiel. Il y a la politique budgétaire, donc voilà ce qui se passe avec le budget. Et puis, il y a un autre instrument économique absolument essentiel qui est la politique monétaire. D'accord ? Eh bien, il se trouve que, vous avez peut-être vu les chiffres de l'inflation de la France, ils sont extrêmement faibles, les chiffres de l'inflation de la France. Ce qui veut dire que la politique monétaire de la BCE, elle est en fait de la Banque Centrale Européenne. Elle est adaptée à la moyenne des pays européens. Mais pour nous, elle est très dure, pour nous, la France, parce qu'on a une inflation qui est faible. Mais est-ce qu'on a une marge de manœuvre? Non, mais donc du coup, pas décider tout seul de la politique monétaire européenne. Non, c'est pas ça que je dis. Mais ce que je dis, c'est que, étant donné la situation dans laquelle on est d'une très faible inflation qui s'explique, étant donné cette situation, la politique monétaire adaptée à la moyenne de l'Union européenne, pour nous, elle est dure. Donc, si vous faites dur budgétairement, dur monétairement, eh ben, vous cassez complètement votre économie. Alors, moi, je suis une immense naïve. Je pense que les hommes et les femmes politiques ont quand même, à un moment ou à un autre, et je trouve qu'avec ce budget, d'une certaine manière, il y en a qui font la preuve du fait qu'ils ont le sens des responsabilités. Je trouve que le fait qu'il y ait un accord... Et donc, on peut imaginer... On a compris. Allez, il y a beaucoup de thèmes à aborder. Des réponses pas trop longues, s'il vous plaît, aux uns et aux autres. Stéphane, je reviens vers vous. Je suis d'accord, mais moi, je voudrais juste faire une précision. C'est que le problème, c'est quand on dit on est passé de 5,8 à 5,4, on va passer à 5, on diminue. Mais je vous rappelle qu'en fait, on est toujours en déficit budgétaire et on est constamment et chroniquement en déficit budgétaire. 5, c'est mieux que 5,4, d'accord, mais on est toujours un État qui dépense plus qu'il n'engrange, en fait. Voilà. Juste un mot, l'État français va devoir emprunter sur les marchés financiers 310 milliards d'euros en 2026 pour faire rouler sa dette. Alors, la dette, on n'a jamais emprunté. Alors la dette, je vous arrête parce que c'est la chronique de Stéphane Duguet dans un instant et on y consacrera du temps. On a écouté Maud Bréjon, on va écouter le premier secrétaire du Parti socialiste qui doit lui rappeler à chaque fois qu'il prend la parole ou presque qu'il est bien dans l'opposition. Par exemple, c'était mardi lors de ses vœux à la presse. Nous sommes dans l'opposition. Nous n'avons jamais partagé la politique conduite depuis 9 ans par Emmanuel Macron. Nous n'avons pas changé de point de vue. Nous sommes dans l'opposition, mais nous avons aussi pris acte d'une situation, celle d'une crise politique née au lendemain de la dissolution. Il n'y a aujourd'hui de majorité absolue pour personne. Benjamin Morel, est-ce qu'on n'est pas condamné à une forme de, alors je ne sais pas quel terme employer, d'immobilisme budgétaire ou un manque d'ambition budgétaire par l'équilibre ou le déséquilibre politique? Très probablement, tout bêtement, parce que, vous savez, quand on s'amuse à se demander si un groupe est dans l'opposition ou dans la majorité, en politique comparée, on se demande s'il vote le budget. Oui. Dès le moment où il vote le budget, il fait partie de la majorité, d'où le fait qu'il n'y avait pas vraiment de loi pour ce PLF, et d'où le fait que cet article PLF, projet de loi de finances. Projet de loi de finances. D'où le fait que cet article maudit, que Belzébuth a introduit dans la Constitution en 1958, qui est le 49 alinéa 3, sert quand même à quelque chose, parce qu'il permet aux socialistes de continuer à dire nous sommes dans l'opposition, tout en laissant, à partir de demain probablement, vivre le budget et vivre le gouvernement. Donc là, on a un équilibre, mais qui est un équilibre évidemment précaire. Et je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure. Ça va être encore plus dur l'année prochaine.
Vous imaginez le PLF l'année prochaine, le projet de loi de finances, imaginez le candidat socialiste, parce qu'à l'époque, à ce moment-là, les candidats sont désignés. En pleine campagne, oui. Exactement, qui arriverait dans une matinale et à qui on demanderait, vous allez voter le budget avec la droite ? Ça va être compliqué, parce que s'il dit oui, derrière, il y aura les insoumis, les écolos qui lui tailleront des croupières. Imaginez le candidat LR qui arrivera dans la matinale un jour plus tard, à qui on dira, vous allez voter un budget avec les socialistes, lui, il aura le RN sur le dos. Donc forcément, dans une situation où vous avez des groupes politiques opposés, à l'avant-veille d'une élection, le compromis est très coûteux pour eux. Pas parce qu'ils sont méchants, pas parce qu'ils ne sont pas responsables, mais parce que quand vous êtes le premier secrétaire du Parti socialiste, vous avez envie demain que votre parti arrive au pouvoir, pas de vous laisser manger par la FI. Idem pour LR par rapport au RN. Cette situation, ce n'est pas une situation de stabilité. Ouais, Jonathan. Non, ce n'est pas une situation de stabilité, mais on ne le découvre pas. C'est-à-dire qu'on est quand même parti d'une situation où rien n'était possible, où tout était bloqué, où quand même quelque chose s'est un petit peu passé dans la capacité des uns et des autres à se dire personne n'aura la copie parfaite, mais ça vaut pour le gouvernement. C'est-à-dire quelle était la légitimité du gouvernement à avancer tout seul. C'est pas plus facile d'être un macroniste que d'être un socialiste ou quelqu'un de droite aujourd'hui. C'est des gens qui ont pris des claques électorales à répétition, qui ont du mal à digérer que les orientations doivent forcément être différentes. Et la difficulté, c'est qu'il n'y a pas de force alternative qui dit on est suffisamment nombreux pour prendre la main. Donc après, que ce soit la présidentielle qui tranche ce débat avec des options qui sont très différentes, mais une conscience de ce qu'est le poids de la dette pour un pays qui est globalement beaucoup plus partagé que par le passé. Sauf qu'il y a toujours un sujet dont on parle assez peu, c'est on dit ça va être dur, les économies, qu'est-ce qu'on va couper ? Évidemment des questions qu'il faut se poser, mais la question des recettes pour un budget, c'est pas complètement inutile non plus de se dire que certes il y a des dépenses qui sont toutes contestables, mais j'entends assez rarement des politiques nous dire c'est ça que je vais faire, c'est ça que je vais faire, ça c'est du gras, on nous agite l'esprit avec les agences, les administrations. Évidemment qu'il y a peut-être un peu de gras à trouver, mais fondamentalement il y a un modèle social auquel les Français sont très attachés, qui coûte cher, qu'il faut trouver les moyens de financer. Donc voilà, l'enjeu des recettes, je pense que ce sera un des sujets majeurs de la prochaine présidentielle. Et ce modèle social d'ailleurs. Et ce modèle social. Donc après, la facilité de dire il suffirait d'une politique austéritaire un peu assumée par quelqu'un de courageux, c'était globalement le discours de François Bayrou. On sait où ça l'amenait. Oui, effectivement. Alors on se demande qui va payer. Ce qui est sûr, c'est que ce ne seront pas les retraités, puisque ce budget, il ne touche pas finalement aux 10% d'abattement fiscal pour frais professionnels dont bénéficient les retraités. Est-ce que c'est une rentrée importante d'argent dont l'État se prive ? Ah ben, oui, mais effectivement, si on regarde ce qui s'est passé dans les dynamiques et qui sont à l'origine du déficit, Jonathan a raison, c'est du côté des recettes qu'il faut regarder, du premier élément. Puis deuxième élément, quand vous faites des redressements dans l'histoire, quand on regarde dans l'histoire les redressements budgétaires les plus importants, ben on va chercher de la recette, et on va chercher de la recette là où il y a de l'argent. Et il se trouve, et alors... Mais là, en l'occurrence... Un abattement de 10% pour frais professionnels, quand on est retraité, on peut trouver ça absurde, simplement dans l'intitulé. Le problème, c'est quelle retraite ? Parce que, est-ce que c'est les petites retraites, ou est-ce qu'on va aller cibler ? Et à ce moment-là, ce n'est pas une question de retraite ou pas retraite, c'est est-ce qu'on va cibler là où il y a eu une distorsion qui s'accélère, c'est pas propre à la France, mais ça s'accélère, une distorsion dans la répartition de la richesse, avec une accumulation dans une toute petite fraction de la population. Dans un instant, la taxe sur les hauts revenus, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Et donc, tant qu'on... Voilà. Et dans l'histoire, c'est comme ça qu'on fait pour redresser les finances publiques. Je reste quand même sur cette question des retraités, Benjamin Morel. Manque de courage politique ? C'est pareil. Quel parti politique va s'attaquer aux retraités qui sont ceux qui votent le plus en France ? Vous avez tout dit. Qui est-ce qui vote aux élections municipales, notamment c'est vos retraités. Et donc, si vos retraités ne viennent pas voter ou ne viennent pas voter pour vous, vous vous retrouvez dans une panade absolue pour les municipales. On a beaucoup de participation différentielle aux élections municipales. Et donc, dans ce cadre-là, il y a clairement un sujet qui est un sujet électoral. On a entendu, Olivier Faure, on vient aux revenus dans un instant avec vous, Jonathan, mais est-ce qu'il y a un gain politique pour Olivier Faure mesurable dans les sondages, Stéphane Vernet, ou pas vraiment ? Alors dans les sondages c'est trop tôt, mais moi je pense que c'est une séquence dans laquelle il peut se sortir renforcé et qu'il met dans une dynamique plutôt positive pour la suite, pour les municipales et puis peut-être pour après, effectivement. Allez, les revenus, c'est effectivement un thème très intéressant et vous avez choisi, Jonathan, de vous pencher sur ce fiasco, celui de la contribution sur les revenus qui va finalement rapporter 1 milliard de moins en 2026. Oui, donc il s'agit de la taxation minimale de 20%, donc loin d'être une taxe confiscatoire, sur les revenus supérieurs à 250 000 euros par an pour une personne seule, 500 000 euros pour un couple. Autrement dit, des gens pas vraiment dans le besoin. Donc ce qu'on vient d'apprendre, c'est qu'en fait, cette contribution différentielle sur les plus hauts revenus, c'est toujours joliment dit, la CDHR,
Alors, elle a permis de récolter que 400 millions en 2025, très loin de l'objectif original de 1,9 milliard qui avait lui-même été ramené à 1,4 milliard, ce que l'État avait initialement prévu. Et pour 2026, donc comme l'a révélé Le Monde, et ça a été confirmé par Amélie de Montchalin, la ministre des Comptes publics, ça devrait être 650 millions au lieu des 1,65 milliard prévus. Donc ce milliard manquant, je pense qu'on s'en rend tous bien compte, c'est évidemment une très mauvaise nouvelle pour l'équation budgétaire déjà complexe du gouvernement, mais c'est surtout un symptôme du fait que la justice fiscale, c'est encore un combat à mener. Alors on va rappeler d'où elle vient, cette taxe. Elle avait été imaginée par le gouvernement Barnier. Par l'éphémère gouvernement Barnier, oui, donc censuré en décembre 2024, et c'est le gouvernement Bayrou finalement qui avait repris cette disposition, instaurée en février 2025. Donc dans le débat public, on s'en souvient, elle était le symbole, à peu près le seul symbole à l'époque, de la mise à contribution des Français les plus aisés. Elle devait permettre d'imposer plus significativement ces contribuables qui, contrairement à la majorité des Français, touchent bien davantage des dividendes que des revenus salariés et profitent d'innombrables niches fiscales. Mais comme l'a reconnu Bercy, sur les 24 000 foyers finalement concernés, on avait imaginé au départ qu'il y en avait 65 000, beaucoup ont visiblement anticipé leur versement de dividendes avant le 31 décembre 2024, manière d'échapper délibérément à l'impôt. Et ça pose une question qui est majeure, l'égalité des citoyens devant l'impôt. Oui, c'est pas une nouveauté, il y a une règle simple, plus on a d'argent, plus on a les moyens de contourner l'impôt grâce à différents dispositifs et avec une connaissance souvent très fine et très accompagnée des dispositifs fiscaux. Donc c'est pas la fraude, c'est encore autre chose, c'est légal, c'est l'optimisation, c'est pas très moral, c'est le contournement, surtout dans un moment où on demande des efforts à tout le monde. Et donc cette propension des plus riches à contourner l'impôt, c'est même devenu insupportable pour une écrasante majorité des Français. On le voit dans toutes les enquêtes d'opinion, a fortiori dans un pays où un milliardaire paye proportionnellement moins d'impôts qu'un contribuable des classes moyennes et où les multinationales sont moins imposées que les PME. Donc là, il y a une question démocratique importante, alors que le consentement à l'impôt, pour le coup, le consentement par le plus grand nombre, c'est un des piliers de notre État et c'est une réalité durable de l'État, enfin de la société française. Donc il y a derrière tout ça une forme de séparatisme fiscal, puisque le mot du séparatisme est à la mode, et c'est devenu un enjeu politique de plus en plus important, surtout dans un pays où, comme l'a rappelé l'ONG Oxfam il y a quelques jours, 53 milliardaires possèdent autant que tout le reste de la population. Et évidemment, ça nous ramène à la taxe Zuckman, qui était prévue taxe sur les plus gros patrimoines. Oui, donc tout ça, on ne parle pas exactement de la même chose, mais dans l'esprit des Français, dans la façon dont le débat se pose, c'est quand même toujours ce haut du panier qui passe entre les mailles du filet. Et c'est un sujet sur lequel l'opinion était très demandeuse, la taxe Zuckman, de façon d'ailleurs assez inattendue dans des familles politiques qui ne la défendaient pas du tout, et même chez la majorité des chefs d'entreprise. Et cette contribution, cette mise à contribution significative, comme on l'a déjà vu dans l'histoire des plus hauts patrimoines, le moins qu'on puisse dire, c'est que les gouvernements qui ont précédé celui de Lecornu, comme celui de Sébastien Lecornu, ont largement mis le pied sur le frein. Donc on peut anticiper, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être Nostradamus pour le penser, que ce sera un des débats majeurs, ça va continuer, de la prochaine présidentielle. Mais d'ici là, c'est vrai que la lutte contre le contournement fiscal, ça doit être une priorité pour l'État et ça doit s'intensifier encore et encore. Parce que je le répète, ce n'est pas une question de vouloir taxer les riches avec un couteau entre les dents, c'est simplement une question d'égalité devant l'impôt. Et ça, c'est un des piliers de notre République. Alors, la taxe Zuckman, on va y revenir en détail, mais peut-être un mot du consentement à l'impôt, Benjamin Morel. Jonathan disait un pilier de nos démocraties ou de nos républiques. À quel point c'est un pilier ? C'est un pilier. Le contrôle parlementaire, le fonctionnement de tous nos régimes repose sur le consentement à l'impôt depuis, alors c'était que les barons à l'époque, depuis la Magna Carta de 1215, si vous voulez. C'est dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le principe, c'est que le peuple, qui est le souverain, doit consentir chaque année à l'impôt. C'est pour ça qu'on vote des lois spéciales, parce que le gouvernement ne peut pas se dire, bon, il n'y a pas de budget, c'est pas grave, je vais quand même lever les impôts. Il faut que le Parlement, représentant du peuple, soit consulté pour le prélèvement de ces impôts. Pour qu'il y ait un consentement à l'impôt, il y a deux grands critères en sciences politiques. D'abord, il faut le sentiment qu'il y a une utilité à l'impôt. On ponctionne, certes, mais ça sert à quelque chose. Or, ça pose la question de l'efficacité de la dépense publique. Est-ce que vraiment, l'État agit efficacement ? L'État, les collectivités. De l'autre côté, faut qu'il y ait un sentiment de juste répartition et de relative égalité. Et là se pose la question, évidemment, de, s'il y en a qui font de l'évasion fiscale alors qu'ils ont beaucoup d'argent, est-ce que moi, qui suis ponctionné comme classe moyenne ou comme classe inférieure, je n'ai pas un problème avec un système qui pose une question de répartition ? Et c'est là qu'émerge notamment le débat sur la taxe Zuckman. Oui. Effectivement, cette taxe Zuckman, Stéphane Vernet, alors on pourrait dire que ça a été un leurre utilisé par le Parti socialiste, relativement efficace, demandé beaucoup pour obtenir un peu, ou pas mal, mais moi je suis convaincu... C'est pas tant que ça, en fait, la demande. Non, mais... Il faut toujours le rappeler. C'est pas tant que ça, c'est déjà... On avait du mal à mettre un... Si vous vous placez à droite de l'échiquier, ils considèrent que ce budget, il est très à gauche, donc voilà... Si vous vous placez du point de vue des millions de contribuables, ça paraissait pas beaucoup. Oui, effectivement. Ce qui est sûr, là où je vous rejoins, c'est que
ça va être un argument politique pendant la campagne présidentielle? Alors moi, je ne crois pas que c'était un leurre. Je pense qu'ils ont vraiment cru qu'il y avait possibilité d'obtenir quelque chose de ce côté-là. Ça a été débattu, ça n'a pas fonctionné. C'est le principe du compromis. Par contre, sur la nécessité d'aller chercher des recettes supplémentaires dans le prélèvement à l'impôt et sur le consentement à l'impôt, il y a deux choses qui sont très intéressantes à mon avis dans le discours qui a été tenu ces derniers temps. Il y a la problématique de la fraude fiscale. La fraude fiscale, c'est vous soustrayez une partie de vos revenus à l'impôt, vous le placez à l'étranger, etc. Vous dissimulez, vous mentez, vous trichez. Ça, c'est condamné par la loi. Voilà. Par contre, l'optimisation fiscale, c'est légal. C'est peut-être pas moral, mais c'est légal. Et si vous avez bien écouté le discours d'Amélie de Montchalin et du gouvernement, en fait, ils parlent de quoi? Aujourd'hui, ils parlent de lutte contre la suroptimisation fiscale. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à s'attaquer à des dispositifs légaux, mais qui permettent à un certain nombre de gens qui ont des biens de procéder de bénéficier d'exonérations d'impôts et d'échapper à l'impôt légalement, mais dans des proportions très élevées. Et donc là-dessus, vous avez une Amélie de Montchalin qui dit qu'il est question de toiletter et de revoir le pacte Dutreil, par exemple, de s'intéresser aux exonérations d'impôts que permettent les plans épargne retraite aussi, par exemple, ou de reprendre le dispositif des holdings familiales. Donc il y a un certain nombre de choses auxquelles vous avez Bercy, le gouvernement, qui sont prêts à s'attaquer. C'est pas la taxe Zuckman, mais il y a cette volonté d'aller chercher en fait un certain nombre de recettes qui manquent. Ça a été très bien décrit à l'instant. Et en même temps, pour eux, ça fait partie des choses qui permettent de lutter aussi contre le sentiment qu'il y a une injustice profonde face à l'impôt et donc par rapport au consentement à l'impôt, je pense que ça va dans ce sens-là. Et une dernière chose, dans le discours aussi, il y a un discours très clair, il y a un engagement très fort qui consiste à dire on va revenir en 2026 au taux de prélèvement obligatoire de 2019, ce qui est pas inintéressant parce que ça veut dire que en fait la façon dont le truc est vendu, c'est de dire d'accord, l'État continue à ponctionner énormément les Français par toutes sortes de mécanismes, mais on va faire en sorte que globalement, en termes de pourcentage, on revienne à 2019. C'est pas n'importe quoi. C'est une année où c'est la dernière année où le déficit budgétaire était inférieur à 3%. C'était avant le Covid. Et donc, si vous voulez, je pense que c'est pour un certain nombre de gens, je pense que ça fait partie des choses qui parlent, même si c'est un peu abscon, mais ça parle. Alors, c'est pas une colle, Isabelle Tisse-Saint-Jean, mais est-ce qu'on sait combien la taxe Zuckman rapporterait? Est-ce que c'est possible de répondre à cette question? Alors, il y a eu tout un débat autour de ça. Zuckman chiffrait ça. Gabriel Zuckman, il disait c'est entre 15 et 25 milliards à peu près. Et puis, il y a eu tout un débat qui, s'appuyant sur un certain nombre de travaux qui regardent des expériences internationales, pas analogues, mais qui vont un peu dans le même sens. Et qui a expliqué, ces travaux avaient des estimations qui étaient beaucoup plus faibles, en disant justement que ce qui caractérise ces très très grandes fortunes, c'est leur capacité de non seulement faire de l'optimisation fiscale, mais de peser, et c'est là où ça devient problématique d'un point de vue politique et démocratique, de peser sur le choix et sur la décision qui fait qu'on y va ou pas et à quel point. Et donc, il disait, ça sera 5 milliards. L'influence politique de ces Français. Il y a des travaux, je parle sous le contrôle de Benjamin Morel, mais il y a des travaux qui montrent que, étant donné, quand vous avez une très très grande fortune, votre capacité d'être élu est 4000 fois plus importante que si vous êtes en bas de l'échelle et que votre banc. Donc oui, il y a une influence et une capacité à faire la loi, à intervenir, qui fait qu'on n'y arrive pas. Donc les chiffrages, c'était entre 5 milliards. Juste un point sur la taxe holding, sur le dispositif holding. Les holdings familiales qui permettent effectivement à certains des plus riches de payer en pourcentage beaucoup moins d'impôts que les Français. Qui est donc le principal moyen de la défiscalisation, de l'optimisation fiscale. Le problème, c'est que c'était on va faire ça, on ne fera pas Zuckman, mais on va faire ça. Le problème, c'est qu'ils ne le font pas. Dans ce budget-là, ça n'est pas fait. Donc du coup, cette distorsion, parce que vraiment c'est ça qu'il faut avoir en tête, cette distorsion de la répartition des revenus avec un instrument fiscal qui n'est pas adapté, dans ce budget,
on ne traite pas la question. Et donc, c'est compliqué de faire un redressement des comptes publics dans ce contexte. Benjamin Morel, je crois que vous avez travaillé pour le commissariat au plan sur un rapport sur de nouveaux outils budgétaires. Et vous proposez, je trouve ça intéressant, de demander à une autorité extérieure d'évaluer un amendement, notamment budgétaire, pour savoir ce qui rapporterait ou ce qui coûterait, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est une note qu'on a faite avec Clément Beaune sur la question de la réforme de la procédure budgétaire. Et parmi, en effet, les sujets abordés, il y a l'idée, comme aux États-Unis ou comme aux Pays-Bas, d'avoir une autorité indépendante, alors dont il s'agit de bien cerner et la nomination et la composition, parce que si elle ne fait pas autorité, elle sert à rien. Mais qui permet de chiffrer justement, parce que le problème de la taxe Zuckman, je suis complètement innocent en matière économique, je n'ai absolument aucune connaissance. Je ne sais pas combien ça coûte et combien ça rapporte. Vous nous avez donné une réponse, il y en a peut-être d'autres au fond, mais pour les parlementaires qui ont à voter quelque chose, c'est très très compliqué parce que par définition, l'impact de l'amendement que vous allez voter, vous l'ignorez en grande partie. D'où l'intérêt, de travailler beaucoup plus en amont sur le budget, limiter le temps de débat en séance, mais en revanche, des mois plus tôt, avoir un débat en commission pour pouvoir commencer à travailler ces sujets, et de l'autre côté, d'avoir une autorité qui permet de dire cet amendement, vous votez pour ou contre, c'est une question de valeur, de choix politique, très bien, mais ça rapporte tant et ça coûte tant, avec un chiffrage qui ne soit pas celui de Bercy, parce que Bercy, aussi qualitatives soient les administrations à Bercy, elles sont parfois un peu jugées parties. Allez, un mot là-dessus, Isabelle Tissin-Jean, l'idée d'une autorité extérieure. C'est absolument essentiel que ces décisions, qui sont quand même des décisions, vous rappeliez l'importance dans la vie politique, mais dans la vie économique, c'est fondamental, un budget pour un pays comme la France, où l'intervention de l'État dans l'économie est majeure. Donc c'est fondamental. Donc politiquement, c'est absolument essentiel qu'on prenne des décisions avec la meilleure information possible et la plus grande transparence possible. Moi, je voudrais revenir au moment où il y a eu la loi spéciale. Vous aviez des députés qui n'avaient pas les notes de Bercy, qui donnaient la trajectoire budgétaire potentielle, alors avec toutes les difficultés éventuelles que vous soulignez, mais comment voulez-vous que les gens fassent la loi avec un tel manque d'informations? C'est pas possible. Il faut que la question budgétaire soit bien davantage traitée, que c'est des questions horriblement compliquées. Puis alors là, je pense qu'on a dégoûté tout le monde. Tous les gens qui s'y intéressaient, ils comprennent tellement plus rien. Même nous, par moment, franchement, on sait plus. Donc, mais c'est une question qui est majeure politiquement. Donc, il faut qu'on comprenne. En tout cas, il faut qu'on donne des informations. Ça fait réagir nos téléspectateurs, nos téléspectatrices. Il y a beaucoup de questions autour des retraités, des 10%, de l'abattement, etc. Je vous en livre une. Guy de Bonneville-la-Louvet. Que va-t-il se passer pour les retraités qui assurent du bénévolat et qui n'auraient plus la réduction de 10%? Je ne suis pas sûr qu'on puisse rentrer dans ce point de détail. Mais il y a aussi, on va afficher pas mal de questions autour des retraités. Mais alors, il y en a aussi une, et là, je pense que vous pouvez y répondre. Bruno qui nous écrit de Soulac-sur-Mer. Cette taxe sur les hauts revenus, c'est le gouvernement qui l'a créée. Si elle peut être contournée, c'est parce que le gouvernement lui-même a laissé les portes ouvertes. Stéphane Vernet, ça pose la question de la volonté réelle d'aboutir à un résultat ou pas. Non, mais la taxe sur les hauts revenus, c'est pas que le gouvernement a laissé la porte ouverte, c'est ce qu'a très bien dit Jean-Luc. Le manque de civisme des contribuables visés. Oui, et puis mais c'est surtout qu'en fait, si vous voulez, il y a des règles, des règles qui sont tellement compliquées, des systèmes qui permettent en fait il y a des portes de sortie. Mais en fait, c'est pas le gouvernement qui les crée là pour l'occasion. Oui. C'est simplement que quand vous avez beaucoup de moyens et quand l'enjeu est très fort, vous pouvez vous payer des fiscalistes, etc., des gens dont c'est le métier, qui savent très bien ce qui est légal, ce qui permet. Plus on a de moyens, plus on peut se payer des bons fiscalistes. Mais c'est un petit peu un sport national. Il y a beaucoup de gens qui se marient fin décembre parce que fiscalement c'est plus intéressant. Mais là, dans le cas d'espèce, ça fait pas d'eux des mauvais Français. Il n'y a pas besoin d'être un spécialiste absolument. C'est simplement, ils ont senti que ça allait être imposé. On a annoncé en amont que ça allait être imposé en 2025. Ils s'en sont versés le maximum avant le 31 décembre 2024. C'est vraiment très basique. Non, mais ce que je veux dire, c'est est-ce que c'est pas une sorte de jeu du chat et la souris que tous les Français pratiquent à des degrés différents? Sauf que l'enjeu n'est pas le même. Ah non, mais bien sûr que l'enjeu n'est pas le même. Sauf que l'impôt à la source sur le revenu, il n'y a pas de, on joue pas au chat et la souris, on paye. Si on veut préserver notre modèle social et que si on veut avoir la capacité de faire les investissements qui sont dans le moment où on est absolument majeur, la dépense, l'écologie, la recherche. Si on veut faire ça, il faut qu'on retrouve des marges de manœuvre budgétaires. Alors, ces marges de manœuvre, elles sont là. On va continuer à en parler. C'est d'autant plus difficile que la dette
publique de notre pays, elle continue d'enfler. On en parle tout de suite avec Stéphane Duguet. Bienvenue sur le plateau de Sens Public, Stéphane. Une question toute simple. À combien s'élève aujourd'hui la dette publique? À 3 500 milliards d'euros. Thomas, ça regroupe tous les emprunts effectués par l'État, les administrations centrales de la sécurité sociale et les collectivités locales. Et ce montant, il augmente, Thomas, vous le voyez, toutes les secondes. On peut ajouter 6 000 euros au total de la dette française, comme vous le montre le site Horloge de la dette qui s'affiche à l'écran. Oui, donc on est même à 3 517 milliards. On serait content de les récupérer. La dette qui a jamais été aussi élevée en France. Voilà, si on prend le montant de la dette en 2017, quand Emmanuel Macron arrive au pouvoir, elle s'établit à 2 200 milliards d'euros. En 2019, elle s'élève à 2 400 milliards d'euros. Mais ce qui est intéressant, Thomas, c'est aussi de rapporter la dette au produit intérieur brut. En 2017, la dette représentait 97,4% du PIB de la France. En 2019, 98,2% du PIB. Et à cause de la pandémie de Covid et des choix politiques qui ont été faits à ce moment-là, eh bien, la dette a dépassé 100% du PIB. La situation ne s'est évidemment pas améliorée aujourd'hui, puisqu'en 2025, la dette atteint 117% du PIB. Et s'endetter, comme pour vous et moi, ça a un coût bien réel. Tout à fait, on appelle ça la charge de la dette, ce que l'État rembourse chaque année avec les intérêts. En 2025, l'État a consacré 55 milliards d'euros au remboursement de la dette. Ça représente 9,5% du budget de l'État et ça devrait continuer à augmenter année après année, comme le prévoit le ministère de l'Économie. Avec des conséquences pour la France, notamment vis-à-vis de l'Union européenne. Oui, vous avez raison, d'autant que la dette publique française est au-dessus de la moyenne de la dette de la zone euro. Dans l'ensemble de la zone euro, la dette atteint 87,4% du PIB en 2024 et la France faisait partie cette année-là du ratio dette-PIB les plus élevés derrière la Grèce et l'Italie. Les conséquences, Thomas, elles sont assez simples. Une procédure du Conseil de l'Union européenne pour déficit excessif, elle est déclenchée quand un État a un déficit supérieur à 3% et une dette publique supérieure à 60%. Dans les deux cas, c'est le cas de la France. Pour la France, cette procédure, elle a été engagée en 2024. Le gouvernement doit redresser la barre d'ici 2029 sous peine d'une amende, ce qui alourdirait la dette qui a déjà augmenté de 762 000 euros depuis que j'ai commencé cette chronique, puisque ça fait plus de 2 minutes que je parle. 762 000 euros en 2 minutes. Merci beaucoup Stéphane Duguet. C'est effrayant ce compteur qui déroule derrière moi. Mais alors, allez, on va essayer d'être un peu positif. On continue, Isabelle Tisse-Saint-Jean, la France continue d'emprunter facilement sur les marchés. C'est-à-dire, trouve des gens qui sont prêts à acheter de la dette française, c'est ça? On peut dire ça comme ça? Non, mais le chiffre de la dette, c'est extrêmement impressionnant. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une économie, ça crée de la richesse tout le temps. Le produit intérieur brut, c'est la richesse qui, en une année, est mise par un pays sur la table. Oui, mais on n'en crée pas assez aujourd'hui. Alors, on n'en crée pas assez. Effectivement, quand on rapporte la dette par rapport à l'ensemble des dettes, parce que ça, c'est toutes les dettes, y compris des dettes qu'on va rembourser dans très longtemps. La moyenne, c'est 8 ans et demi, à peu près. Donc, chaque année, vous n'allez pas rembourser ça. Et ce qu'il faut comprendre, c'est quand même absolument fondamental, c'est qu'un État, c'est pas un particulier. C'est pas vous et moi. Un État, ça a deux caractéristiques. La première caractéristique, c'est qu'il a une durée de vie infinie. Donc moi, si je vais voir le banquier, il me dira « Ouf, vous commencez à avoir un certain âge, je ne suis pas sûr que allez faire des analyses médicales. » L'État, non. Et la deuxième caractéristique de l'État, par rapport à n'importe qui d'autre, c'est qu'il a la capacité de lever l'impôt. Donc du coup, il faut remettre les choses dans ce contexte-là. Est-ce que la situation est dramatique? Est-ce que le FMI est aux portes? Non. Non, d'accord. Est-ce que la situation est sérieuse? Oui. Est-ce qu'on emprunte de plus en plus cher sur les marchés? Alors, oui, mais c'est tout le monde. D'accord? Il faut regarder... Un peu plus que les autres. Non. Si vous regardez le spread, c'est l'écart entre les taux français et allemands. Si vous regardez, ce spread, il a augmenté, mais il a été bien plus important dans l'histoire. Okay. Et donc... il faut redresser, mais il faut arrêter de dramatiser. Si on regarde la dette des États-Unis, je peux vous assurer que c'est vraiment autre chose. C'est prévu, on en parlera après, c'est 124% par rapport au PIB. Est-ce qu'il y a si on regarde je sais pas, c'est pas une colle là non plus, Benjamin Morel, mais dans les constitutions d'autres pays, est-ce qu'il y a un rapport à la dette qui est plus rigide que le nôtre? Il y a l'exemple allemand où là, en effet, il y a une constitutionnalisation du rapport à la dette. Attention quand même à ne pas faire d'une constitution une forme de fourre-tout où on met notamment des politiques économiques. C'est-à-dire qu'une constitution, c'est une structure politique. Et les choix économiques sont ensuite des choix politiques qui sont faits
par les citoyens. Je reviens à la petite note qu'on a fait avec Clément Beaune, parce que achetez-la, elle est gratuite sur Internet. Mais ce qu'on prévoit dans cette note, et ce qui est intéressant, je trouve, c'est une trajectoire pluriannuelle concernant les budgets. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ça une fois par an, c'est ça? Alors, on fait ça une fois par an, il y a un principe d'annualité budgétaire, mais on a une trajectoire pluriannuelle, parce qu'on veuille réduire la dette, assurer la transition écologique, réindustrialiser le pays, dire qu'on fait ça coup par coup chaque année, c'est pas très efficace. C'est-à-dire que sur une législature, on peut se fixer des grands objectifs et on peut essayer de tirer sur la longueur des politiques publiques de manière cohérente. Ce qu'on fait pour les lois de programmation militaire. C'est ce qu'on fait exactement pour les lois de programmation militaire. Il s'agit de voir ça de manière plus générale et de donner une forme de contrainte. Mais ça vaut pour une législature, c'est-à-dire que le peuple, en changeant de majorité, peut évidemment revenir ensuite sur ses priorités. Alors, il nous reste quelques minutes dans ce débat. Alors, qui va payer? On a pas mal répondu sur le plan économique, un petit peu sur le plan politique. Donc, on va consacrer ces dernières minutes à la question des choix des différents partis, et notamment des LR. Cette question, les députés LR vont-ils s'abstenir? C'est ce que souhaite leur patron, Laurent Wauquiez. Tiens, il l'a mis en avant à l'occasion d'une visite en Haute-Savoie. Il y a une législative partielle qui se joue dimanche. Il était d'ailleurs accompagné de Bruno Retailleau. Les deux côte à côte, c'est pas si souvent que ça arrive. Laurent Wauquiez, on l'écoute tout de suite. Si on ne s'était pas battu, les retraités étaient prévus pour être sacrifiés, donc il y a des éléments d'avancée. Pour autant, et c'est un constat qu'on partage totalement avec Bruno Retailleau, bien sûr que le budget il est totalement imparfait. Bien sûr qu'il ne correspond pas à ce qu'on voulait. Et on est très lucide que si on veut un budget de droite, il faudra une majorité de droite à l'Assemblée nationale. Et c'est pour ça qu'il faut le rassemblement de la droite en 2027, parce que sinon on n'y arrivera pas. Donc c'est tout le sens de ce qu'on veut porter ensemble. Stéphane Vernet, pas de surprise demain, a priori, ce ne sont pas les députés LR qui vont faire tomber le gouvernement Lecornu. Non, le gouvernement Lecornu ne tombera pas demain. Après, il peut y avoir une surprise si le nombre de voix qui manque pour que la censure soit effective est très réduit. À ce moment-là, si ça se fait à 4 ou 5 voix après, s'il manque que 4 ou 5 voix pour faire tomber le gouvernement, comme derrière il y a 2 autres 49.3 et 2 autres séries de motions de censure, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des tractations, des pressions énormes en interne, etc. pour inverser la tendance. Mais non, je ne crois pas. Ce qui est intéressant dans ce que vous avez montré avec Laurent Wauquiez, c'est qu'en fait, Laurent Wauquiez, là, il se place pour la suite. Et en réalité, tout le monde se place sur la suite. Je vais vous dire, moi, ce budget, en fait, il y a une espèce il y a un phénomène de soulagement général. Parce qu'en réalité, personne ne va le payer. Alors, c'est pas le... Politiquement, vous voulez dire? Mais pas que politique. Non, mais surtout, enfin, je veux dire, la promesse, c'est quoi? C'est pas d'augmentation d'impôts pour les ménages. Ah oui, pas à part les très grandes entreprises, c'est sûr. Vous aviez un internaute qui demandait ce qui va se passer avec les 10%, parce qu'il est bénévole, mais il n'y a pas de suppression des 10% d'abattement. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, en fait, voilà, il y a tout le monde il vaut mieux avoir un mauvais budget que pas de budget du tout, c'est vrai. Tout le monde se dit, je ne paye pas, etc. Par exemple, les collectivités locales devaient être mises à contribution à hauteur de 5 milliards, on sera plutôt à 2 milliards. Donc tout le monde se dit, c'est bon, je passe à côté. Il n'y a que les grandes entreprises, les 300 plus grandes entreprises qui, elles, voilà, les économies, etc. Mais le problème, si vous voulez, c'est que tout le monde se dit, il y a une espèce de soulagement général, pas du côté des entreprises qui attendaient que la CVAE baisse, et c'est pas le cas, etc. Enfin bon, bref, mais globalement, si vous voulez, il y a cette espèce de ouf de soulagement. Mais moi, j'insiste, le fait qu'on réduise pas plus, que l'effort soit pas plus important, fait qu'on ne fait que le reporter, et on le reportera après la présidentielle. En fait, là, les politiques pensent tous à l'élection de 2027, mais la réalité, c'est qu'à un moment, il va falloir mettre un coup de collier. Il y a un chiffre qui était intéressant dans la présentation. Le service de la dette, c'est 55 milliards d'euros aujourd'hui. Ça veut dire que l'État doit débourser 55 milliards d'euros pour rembourser la dette et les intérêts de la dette, juste les intérêts. Mais le problème, c'est que cet argent-là, vous ne pouvez pas l'utiliser pour faire autre chose. 55 milliards d'euros, c'est 55 milliards d'euros qui partent pour rien, qu'on ne peut pas mettre dans l'éducation, qu'on ne peut pas mettre dans la culture, qu'on ne peut pas mettre dans l'armée. Et c'est vraiment beaucoup. C'est plus que C'est une marge de manœuvre que l'Allemagne a eue avec un plan de relance massif ces derniers mois. Malheureusement, le débat est terminé. Merci à toutes et à tous d'y avoir participé. Benjamin Morel, votre livre, Le nouveau régime ou l'impossible parlementarisme, et donc publié aux éditions Passé Composé. Stéphane Vernet, on vous lit évidemment dans les colonnes et sur le site de Ouest France. Et je vous dis à bientôt sur Public Sénat. Merci encore.